Parlons philo. Parlons philo. Bonjour, bienvenue dans Parlons philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Berreur et Julien Weiss. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans Parlons philo, nous allons écouter Patrice Bretaudière. Patrice Bretaudière est professeur de philosophie au lycée François-Villon de Beaugency et chargé de cours au département de philosophie de l'université François Rabelais de Tours. C'est un spécialiste des théories contemporaines de la domination et de l'aliénation. Dans le cadre des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours, il a donné une conférence portant sur l'exotisme en contexte post-évolutionniste. C'est cette conférence que je vous propose aujourd'hui d'écouter. Patrice Bretaudière va construire son propos en 3 temps. Tout d'abord, il nous rappelle que le terme « exotisme » désigne la valorisation de ce qui est extérieur, lointain. L'exotisme concerne donc ce qui est autre, différent, étranger. L'exotisme semble ainsi rompre avec le regard dominant que l'Occident moderne a jeté sur les autres cultures, celui de l'évolutionnisme culturel, qui a accompagné le colonialisme en le légitimant. Cette manière d'appréhender les autres cultures a permis à l'Occident moderne de considérer son propre modèle culturel et sociétal comme un idéal universel de civilisation. La naissance de ce que l'on a pu alors nommer exotisme a semblé rompre avec la violence symbolique générée par ce regard civilisateur à la fois condescendant et infériorisant. En effet, ressentir une vive curiosité pour les cultures éloignées de l'Occident et éprouver de la fascination à leur égard, cela ne revient-il pas à cesser de les mépriser? Patrice Bretaudière va alors nous montrer, dans le second moment de son intervention, que tel n'est pas le cas. L'exotisme ne serait en effet rien d'autre qu'une mutation ou une inflexion de la conception évolutionniste plutôt qu'une remise en question de celle-ci. Les pionniers de l'anthropologie post-évolutionniste, que sont Boas, Malinowski ou Lévi-Strauss, ont ainsi œuvré pour mettre en place une étude des sociétés lointaines qui soit débarrassée de cette manière de concevoir les autres cultures comme inférieures. Un des signes de cette mutation théorique est le rejet de tous les qualificatifs péjoratifs précédemment employés pour désigner ces sociétés, comme le fait de les dire barbares, sauvages ou encore primitives. On serait ainsi passé à une étude horizontale des sociétés traditionnelles dans le cadre d'une neutralité axiologique. Cependant, Patrice Bretaudière va nous montrer, dans le 3e temps de sa communication, qu'au cours des années 1960-1970 est apparue une constellation de nouveaux anthropologues, comme Ballandier, Bourdieu ou encore Bensa, qui se sont attachés à montrer que cet exotisme post-évolutionniste continuait cependant à véhiculer une forme encore plus subtile de condescendance, faisant autant barrage à la science qu'à une reconnaissance pleinement humaniste de ces sociétés. En effet, l'asymétrie prétendument neutre entre la modernité et la tradition qu'ils prétendent défendre comporte cependant un aveuglement qui constitue autant un obstacle épistémologique qu'un déni de reconnaissance. C'est donc à ces tentatives croisées pour déconstruire cet aveuglement qui habite encore notre exotisme contemporain que s'attache ici Patrice Bretaudière. Je vous souhaite une très bonne écoute. Face à l'étranger, l'homme est travaillé, c'est bien connu, par une tendance à considérer la différence culturelle pour le moins comme déroutante, troublante, embarrassante, gênante. Et lorsque cette tendance s'exacerbe et se cristallise chez lui, elle peut donner lieu à des attitudes de méfiance, d'aversion, de répulsion ou d'exclusion, et cela jusqu'à l'exercice de la violence physique. Lévi-Strauss nomme cette tendance l'ethnocentrisme en empruntant le terme à l'anthropologue américain Summers. Cette tendance pose un double problème. Tout d'abord, elle constitue un prisme déformant ou un biais cognitif qui, par sa puissance d'aveuglement,
maintient les hommes appartenant à des cultures différentes dans une mécompréhension et les conduit à se faire une idée très étriquée et déformée de l'humanité. Et ensuite, second problème, par les actes symboliques qu'elle peut engendrer, cette tendance est à l'origine d'une violence symbolique pouvant provoquer de véritables blessures morales ou psychiques, voire même conduire jusqu'à la violence physique la plus brutale. Voilà. Donc l'exotisme est une attitude qui semble ainsi prendre le contre-pied de cette tendance et rompre ainsi avec tous les types de violences symboliques liées justement à ce mépris de l'étranger que génère l'ethnocentrisme. En effet, ressentir de la curiosité, de l'attrait ou même de la fascination pour les cultures éloignées de la sienne, cela ne revient-il pas à cesser de les mépriser ? Alors, ce que nous souhaitons montrer, c'est que rien n'est moins sûr en réalité. Aimer l'étranger, éprouver de la fascination pour lui, ou de l'attrait, ou tout simplement même de la curiosité, est-ce que ce ne sont pas des attitudes qui recouvrent elles aussi, qui peuvent recouvrir une violence symbolique assez insidieuse ? Et le fait d'être bien intentionné, il n'est pas sûr que le fait d'être bien intentionné suffise à le conjurer. Donc, nous pensons donc que l'exotisme est une attitude travaillée par de profondes ambiguïtés qui passent trop souvent inaperçues, et c'est justement cette impensée de l'exotisme que nous souhaiterions mettre en évidence et analyser, et cela en suivant la manière dont cette question s'est posée, puis a évolué. Et cela en privilégiant, et le titre l'indique, des lieux où cette question s'est probablement posée avec le plus d'acuité, c'est-à-dire dans l'anthropologie culturelle et sociale. Alors, dans un premier temps, le plan est assez simple. On va s'intéresser donc aux ambiguïtés de l'exotisme en contexte colonial ou évolutionniste. Ensuite, on va s'intéresser à la tentative de l'anthropologie postcoloniale pour sortir justement l'exotisme de ces ambiguïtés. Et enfin, on examinera justement la persistance de certaines ambiguïtés qui comportent d'ailleurs une similarité avec les précédentes dans l'exotisme postcolonial. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est d'essayer de pourchasser toute cette sorte cette présence insinuante de l'ethnocentrisme jusqu'au cœur de l'exotisme qui semble en être l'opposé. Alors si on considère le sens du mot de manière littérale, l'exotisme, il désigne la valorisation de ce qui est extérieur, lointain. Et bien sûr, donc, cet éloignement ne se réduit pas à une simple distance spatiale ou même géographique. L'exotisme concerne ce qui est autre, différent, étranger, voire même ce qu'il y aurait de plus étranger dans l'étranger. L'exotisme est donc l'attitude qui consiste pour le moins à faire preuve de curiosité ou à ressentir de la fascination pour les autres cultures, et en particulier pour les cultures qui nous semblent les plus différentes de la nôtre. Il semble donc, comme je le disais, ainsi rompre avec le regard dominant que l'Occident moderne a jeté sur les autres cultures, c'est-à-dire celui de l'évolutionnisme culturel et social, que Lévi-Strauss nomme faux évolutionniste pour signaler son caractère idéologique et violent, par contraste avec l'évolutionnisme biologique. Donc, quelles que soient les versions multiples, il y en a beaucoup, de cet évolutionnisme, en gros, il a consisté, pour l'Occident moderne, à considérer en bloc son propre modèle culturel et sociétal comme un idéal universel de civilisation, et le conduisant ainsi à voir les autres cultures comme barbares, sauvages, primitifs. Alors, il s'agit là d'un regard condescendant, infériorisant, qui a très fortement imprégné le sens commun, le discours politique et même jusque les sciences humaines, et notamment l'anthropologie culturelle et sociale naissante à la fin du XIXe siècle. On peut penser notamment aux deux ouvrages assez paradigmatiques de Taylor et de Morgan, La société archaïque et la culture primitive, qui justement ont cherché à accréditer, à apporter une précision justement à ce qui en réalité est une idéologie. Voilà, donc cette approche biaisée de la diversité des cultures constitue donc une violence symbolique à un double titre. Tout d'abord, l'évolutionnisme a pu remplir, comme je l'indiquais, des fonctions idéologiques en contribuant à légitimer des formes de violence diverses envers les peuples considérés comme moins civilisés que l'Occident, donc évidemment colonisation, et puis après tout le détail des violences qui se sont produites à la défaveur du colonialisme, c'est-à-dire acculturation coercitive ou incitative, exploitation, spoliation, discrimination, violence physique. Voilà. Et ensuite, ce regard constitue en lui-même une violence d'ordre symbolique, indépendamment de ce fonctionnement idéologique, car le seul fait d'instituer une manière de voir l'autre, de le considérer qui l'infériorise, implique de faire vivre des populations entières sous le poids d'une humiliation, d'un mépris, comme je le disais, qui génère des blessures morales, psychiques considérables. Donc,
l'exotisme, donc c'est peut-être, donc l'exotisme, oui, on peut considérer l'exotisme comme quelque chose, une attitude informelle qui a existé peut-être à toutes les époques, au sens où toutes les époques il y a eu de la curiosité pour les étrangers, mais l'exotisme en tant que phénomène culturel qui se cristallise dans des œuvres, des institutions, et qui est ainsi susceptible d'engendrer un regard, des attitudes, des gestes spécifiques envers l'altérité culturelle, c'est quelque chose donc, qui a émergé en Occident au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, et puis qui a connu une sorte d'apogée au XIXe siècle. Alors cette attitude, comme je le disais, elle semble rompre, parce qu'effectivement, quand on aime l'étranger, on s'intéresse, on a de la curiosité, on a l'impression de sortir d'une forme de mépris ou de condescendance. Alors, il y a un ouvrage qui est très important et qui a justement renversé un petit peu cette impression un peu rapide qu'on peut avoir sur le sens de l'exotisme. C'est l'ouvrage d'Edward Said, qui, dans son ouvrage célèbre, L'Orientalisme, a mis en évidence l'ambiguïté parfois peu soupçonnée de cet exotisme en contexte colonial, à travers le cas emblématique de la fascination pour l'Orient. Et il montre donc que cet exotisme constitue alors une modulation ou une inflexion, parfois paradoxale, de l'évolutionnisme, plutôt qu'une remise en question de celui-ci. Et il s'attache même à montrer que la violence symbolique exercée par celui qui se vit comme le détenteur de la civilisation est alors d'autant plus insidieuse qu'elle semble se départir, au moins partiellement, justement, de la répulsion, du rejet, pour justement lui substituer une curiosité, une fascination, de l'amour, etc. Donc, alors, on va se pencher justement maintenant sur cet exotisme en contexte colonial. Alors, il me semble qu'on peut distinguer, au sein de ce phénomène nébuleux, complexe, dans lequel on peut distinguer des formes différentes. Il me semble que je repérais trois types au moins assez différents d'exotisme. Donc, alors, on peut distinguer un premier type. Alors, dans ce type-là, l'altérité culturelle est considérée comme inférieure, donc barbare, sauvage, primitive, mais elle devient l'objet d'une curiosité, d'un intérêt, d'un investissement intellectuel qui aboutit à de nombreuses mises en discours, mises en images. Alors, avec cette forme d'exotisme, et c'est là que la différence avec, on pourrait dire, l'évolutionnisme au sens strict, on sort d'un mépris indifférent vis-à-vis des cultures lointaines pour considérer qu'elles sont dignes d'être étudiées, objectivées, représentées, mais ceci dans le but de confirmer, d'accréditer leur infériorité par rapport à la civilisation que l'Occident prétend au moins partiellement incarner. Alors cette curiosité, au-delà évidemment de la satisfaction narcissique qu'elle a pu procurer au chauvinisme occidental, elle a servi évidemment à légitimer la violence de l'entreprise coloniale. Alors pour désigner ce type-là, on pourrait parler de curiosité infériorisante, et la plupart des références dont parle Saïd dans son ouvrage relèvent un peu de cette curiosité, c'est-à-dire des savoirs coloniaux. Il y avait tout un certain nombre de savoirs coloniaux. Alors ça recouvre des travaux de sciences humaines, des études de mœurs, de la littérature, des romans, justement aux fameuses mises en scène des populations exotiques dans les expositions coloniales qui étaient de véritables zoos humains. Alors il me semble qu'on peut distinguer un second genre d'exotisme, dans la mesure où il fait subir un infléchissement beaucoup plus significatif au prisme évolutionniste. Alors cet exotisme, il apparaît sous l'influence du romantisme, qui est caractérisé par le fait qu'il jette un regard plus ou moins désenchanté et sceptique à l'endroit de la civilisation. Alors à ce moment-là, l'exotisme change de forme pour conduire à une certaine réévaluation du non-civilisé, sans cesser pour autant de l'appréhender comme tel, c'est-à-dire avec le surplomb du civilisé. Donc, on peut distinguer donc ce second type d'exotisme. Il ne s'y limite pas à une curiosité pour le non-civilisé, mais il devient une fascination qui met en valeur certaines dimensions de la condition du barbare, du sauvage ou du primitif, même si c'est, j'insisterai là-dessus, de manière partielle ou superficielle. Alors là, on est au cœur de l'ambiguïté de l'exotisme colonial, en fait, ou on va dire évolutionniste. Parce qu'en effet, comment peut-on reconnaître une valeur véritable au non-civilisé sans pour autant cesser de le considérer comme inférieur ? Alors donc c'est au cœur de ce paradoxe que vont se déployer ces formes d'exotisme particulièrement ambiguës qui peuplent la peinture, la littérature et certaines études de mœurs. Voilà. Alors on pourrait l'appeler donc un exotisme mélioratif. Le terme n'est pas très... il permet de désigner la chose. Voilà, on le voit apparaître donc chez ceux qui, alors on peut distinguer une première version donc de cet exotisme mélioratif
chez ceux qui adoptent une vision ambiguë et tragique du processus de civilisation. Donc en effet, certains voient la civilisation comme un stade de développement culturel et social qui est certes supérieur, mais que l'on ne peut atteindre qu'au prix d'une perte, d'un renoncement, voire même d'un sacrifice. Ainsi, les cultures non civilisées sont vues comme étant déficientes, évidemment, par rapport au stade de la civilisation, mais elles tirent néanmoins le bénéfice de n'avoir pas encore payé ce prix que requiert la civilisation. Alors, apportons une illustration un petit peu plus nette de ce type-là. Alors, on associe souvent la civilisation à la pacification des mœurs, qui est liée à l'intériorisation du contrôle des pulsions agressives et sexuelles. Les cultures barbares, donc, qui sont particulièrement concernées par ce genre d'exotisme, seraient inférieures parce qu'elles n'auraient pas encore atteint ce stade de l'autocontrôle de soi qui caractérise l'homme civilisé, ce qui les obligerait donc à conserver un pouvoir fortement répressif et brutal pour contrecarrer les pulsions qui seraient encore débridées et violentes. On peut très bien donc considérer que l'avènement de cet autocontrôle de soi et donc l'adoucissement du pouvoir qu'il rend possible est l'horizon naturel de l'humanité et qu'à ce titre le barbare est bien arriéré, tout en éprouvant une fascination nostalgique pour cet état de débridement des pulsions sexuelles et agressives qu'il a fallu sacrifier pour parvenir et fabriquer l'homme civilisé. Un exemple emblématique de cette version de l'exotisme mélioratif est la vision barbarisante de l'oriental, qui est par exemple au cœur de l'orientalisme pictural du XIXe siècle. On pense au tableau de Delacroix et à d'autres. Effectivement, donc cette forme d'exotisme met souvent en scène une fascination pour la sensualité et une violence qui serait exacerbée et contenue de l'extérieur par la dissimulation, le secret, la répression dans les sociétés orientales. Alors plus largement, donc, dans cet exotisme, ce qu'on voit, c'est une forme de fascination nostalgique pour certains aspects de la condition du barbare ou du primitif. Alors on trouve une autre version donc, de cet exotisme mélioratif, qui est assez familier de ceux qui pratiquent la philosophie, chez ceux qui insistent sur la progressivité du développement culturel et social de l'humanité, et qui prennent au sérieux la contribution respective des différents stades du processus de civilisation à l'avènement de celle-ci. Alors les peuples non civilisés ne sont plus brutalement méprisés comme inférieurs, arriérés ou déficients, mais sont davantage vus comme des peuples premiers. Il y a un écho évident avec les arts premiers, le musée, et c'est vrai que la présentation en général, des fois, forme des échos avec cette forme d'exotisme. Voilà, donc sont vus comme des peuples premiers dont les civilisés seront en quelque sorte redevables, comme on peut l'être envers ses ancêtres. Donc ainsi, les stades antérieurs du processus de civilisation ne sont pas seulement vus comme inférieurs, mais ils sont également vus comme des contributions spécifiques à la civilisation qui est alors appréhendée comme un processus marqué par la continuité. Donc on peut prendre la philosophie regorge d'exemples, chez Hegel ou chez Auguste Comte par exemple. Donc plutôt que de voir par exemple dans des croyances animistes une hérésie d'arriérés complètement méprisable et qu'il s'agirait d'éradiquer, par contraste avec la religion monothéiste ou même avec l'avènement d'une vision scientifique du monde, cet exotisme va être sensible au rôle décisif qu'a pu jouer l'animisme dans la progression de l'esprit humain vers sa maturité dans la civilisation. Voilà. Donc on peut distinguer un troisième type d'exotisme, alors lui qui est lié à des formes de romantisme exacerbées qui vont jusqu'au primitivisme et donc à la contestation de la supériorité du civilisé pour éventuellement le dépeindre comme décadent, dénaturé, aliéné. Alors à ce moment-là, la fascination pour le primitif s'exacerbe jusqu'à son idéalisation sur fond donc de ce renversement complet de la hiérarchie entre civilisés et non civilisés. Alors cette forme d'exotisme idéalisant, elle a semblé rompre plus que les autres avec justement l'évolutionnisme et sa hiérarchisation des cultures. Mais l'idéalisation du primitif est extrêmement ambiguë, car c'est précisément en tant que primitif que celui-ci éveille une fascination, ce qui implique une persistance du prisme à travers lequel son altérité est culturelle et ontologiquement construite. En effet, le primitif continue à être vu comme un homme dont l'existence serait davantage régie par la nature que par les règles sociales et culturelles, et dont les liens avec l'animalité seraient plus étroits que chez le civilisé. Mais au lieu de conclure à une infériorité du primitif au nom d'une sorte de proximité compromettante avec la nature, eh bien, cet exotisme idéalisant déplore justement la dénaturation aliénante du civilisé, qui voit dans le primitif une source potentielle de régénération pour l'Occident décadent.
Alors, oui, ça paraît évident, mais effectivement, un tel renversement, en fait, se situe et s'opère à un niveau qui est axiologique, qui est relativement superficiel, puisqu'il n'affecte pas la manière de concevoir la différence entre le primitif et le civilisé. Donc c'est une sorte de survalorisation qui est paradoxale, parce qu'en même temps, par la manière dont elle voit le primitif, elle le maintient en quelque sorte dans une forme de rapport de condescendance. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de véritable rupture avec l'évolutionnisme, mais plutôt, comme je le disais, une sorte de modulation ou d'infléchissement. Alors, ensuite, donc passons à l'époque post-coloniale, ou enfin à la phase post-coloniale ou post-évolutionniste. Donc l'exotisme semble avoir été lesté très fortement par cette ambiguïté, jusqu'à ce que s'opère un renouvellement profond donc, du regard que l'Occident porte sur l'altérité culturelle et sociale. Alors c'est notamment par le biais de l'anthropologie sociale et culturelle naissante à la fin du 19e siècle, comme je le disais, qu'on a trouvé la version la plus aboutie en fait de la vision coloniale. Mais c'est aussi, et c'est le paradoxe, c'est une sorte de tension qui traverse l'anthropologie au moment de sa fondation, c'est aussi par le biais de l'anthropologie que les attaques les plus virulentes et les plus précoces vont s'armer contre cette manière de voir les cultures lointaines. Donc à partir des années 20, donc cette discipline va se démarquer progressivement de l'idéologie évolutionniste et va avoir en elle justement une sorte de projection ethnocentrique exacerbée, dissimulée derrière le masque d'une prétention fallacieuse à l'universalité. Et donc les pionniers de cette discipline, alors on pourra en mentionner beaucoup, mais donc à Franz Boas, qui est effectivement très précoce, c'est dès le début du XXe siècle, Malinowski, qui est presque, on considère que c'est le fondateur de la discipline, et enfin, quand elle est rentrée dans son ère post-évolutionniste, Lévi-Strauss, puis tout un certain nombre de successeurs immédiats ou de cofondateurs de la discipline, ont œuvré pour défaire justement cette complicité de l'exotisme avec la condescendance civilisatrice qui avait... voilà. Donc avec cette entrée dans l'ère post-évolutionniste, qui reste extrêmement avant-gardiste au début, eh bien l'exotisme cesse d'être justement une sorte de mise en valeur romantique des charmes ambigus exercés par le primitif et le barbare, et elle devient une curiosité pour l'altérité culturelle radicale, c'est-à-dire ce grand autre de l'Occident, au contact duquel on espère que la connaissance de l'homme pourra atteindre un seuil supérieur de décentrement et de progrès vers une universalité, cette fois-là plus authentique. Donc l'exotisme devient le moteur d'une exploration humble, sans surplomb, horizontale, pour ainsi dire, des peuples lointains, par laquelle il devient possible de mener un combat qui est à la fois instruit par l'étude ethnologique et efficace contre ce narcissisme et cette infatuation de l'Occident, et pour le guérir de cet aveuglement qui est à la fois politique, cognitif et éthique. Alors, un des signes les plus connus de cette mutation, c'est qu'on abandonne massivement les qualificatifs de barbare, de sauvage ou de primitif, ou quand on les utilise, on met des guillemets, ou on utilise l'ironie. La pensée sauvage de Lévi-Strauss, le titre est évidemment ironique, puisqu'il s'attache justement à montrer que le sauvage n'en est pas un. Voilà. Mais au-delà de ces évolutions liées au vocabulaire, un des acquis majeurs sur le plan théorique, et puis même au-delà de la discipline, de cet exotisme postcolonial, c'est d'avoir remanié en profondeur justement la manière de concevoir la différence culturelle. Donc ça a permis de déconstruire cette figure du primitif. Voilà. Alors rappelons quand même, pour bien comprendre cette opération, que en fait, il est insuffisant de dire que l'évolutionnisme considère les sociétés primitives comme inférieures. C'est un peu souvent comme ça qu'on le présente rapidement, voilà, une simple hiérarchie. Mais plus grave encore, il considère que l'homme primitif a un mode d'existence qui est en grande partie régi par la nature. Autrement dit, les règles sociales et les cadres culturels n'auraient chez ces peuples qu'une forme très embryonnaire, un poids limité sur leur existence, et qui serait ainsi dominé par l'instinct et très faiblement médiatisé par des institutions culturelles. Et au fil du processus de civilisation, le rôle donc dévolu à l'instinct déclinerait pour laisser la place à une régulation sociale et culturelle d'une sophistication et d'une ampleur grandissante, arrachant ainsi l'humanité progressivement à l'immédiateté de la condition animale. Les pionniers de cette anthropologie postcoloniale, justement, se sont battus pour montrer que les cadres culturels, les règles sociales ont une ampleur, un poids, une sophistication équivalente chez ces peuples lointains. Et donc cette déconstruction de l'ontologie de l'homme primitif permet une reconnaissance authentique de la dignité pleinement culturelle et sociale de ces peuples, sans laquelle l'exotisme romantique qu'on évoquait reste une sorte de valorisation extrêmement superficielle, teintée de condescendance.
Alors, prenons quand même évoquons quelques exemples. Donc ceci donc est particulièrement saillant dans les grandes monographies de l'ethnologie, qui est un genre qui est très agréable à lire, et même si on va essayer d'en montrer justement les limites et les ambiguïtés qui les travaillent, que nous ont légué donc si on prend ces grandes monographies d'ethnologie léguées par les pionniers de la discipline, on voit que justement, leur préoccupation principale, c'est de mettre en évidence, en fait, ce poids, cette importance, cette sophistication de la culture qui passe inaperçue pour l'œil d'un observateur qui ne serait pas éclairé par, justement, l'étude ethnographique, le fait de fréquenter ces peuples, de parler leur langue, etc. Alors, on peut notamment mentionner l'ouvrage du fondateur, Malinowski, Les Argonautes du Pacifique occidental, où il décrit donc dans toute sa complexité, justement, ces fameuses pratiques d'échange de dons ritualisés, la kula, qui occupe une place centrale dans l'existence de ces peuples mélanésiens qui habitent les îles Trobriand. Et donc, il s'attache à mettre en valeur le caractère non utilitaire, socialisateur, pacificateur, hautement symbolique et ritualisé de cette institution, en insistant sur le fait qu'elle occupe un rôle central dans l'organisation de la culture et de la société. Et il est évident que, au détour des phrases, on sent bien qu'à chaque fois, la stratégie qu'il y a derrière cette description, c'est de briser cette image d'un primitif qui serait rivé à l'immédiateté de l'instinct. On peut également penser, c'est un exemple qui est souvent mis en avant, à la description du système de parenté et d'alliance des aborigènes d'Australie, qui a été faite par Radcliffe Brown en 1932, qui est un anthropologue lui aussi, dans laquelle il met en évidence justement le haut degré de complexité, de sophistication, du système de parenté, et aussi surtout son articulation avec une construction symbolique très complexe, le totémisme. Donc toutes ces études, au-delà des orientations théoriques différentes, il y a une nouvelle forme d'exotisme qui voit le jour et qui prétend justement rompre avec cette vision coloniale et produire une reconnaissance justement de la dignité de l'homme qu'on le considérait avant comme primitif. Cependant, et là donc je passe à mon troisième point, troisième étape, donc là on est au côté colonial, post-colonial, on passe au post-post-colonial. Cependant, au cours des années 60-70, est apparue une constellation de nouveaux anthropologues qui, donc, selon des modalités différentes, se sont attachés à montrer que cet exotisme donc, post-colonial continuait à véhiculer une forme encore plus subtile de condescendance, alors qu'il paraissait en être entièrement exempt. Alors, parmi donc ces anthropologues qui ont éveillé et cultivé ce soupçon, on peut mentionner 3 figures emblématiques. Il y en a d'autres, mais Georges Ballandier, donc spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, Pierre Bourdieu, alors qui est très connu, pas besoin de le présenter, Alban Bensa, que certains connaissent, mais qui est moins connu, qui est spécialiste notamment de la Nouvelle-Calédonie. En effet, et qui est un disciple de Lévi-Strauss, qui a créé une sorte de rupture justement avec son approche. Donc malgré cette mutation donc indéniable du regard sur l'altérité, qui s'opère, on voit qu'il y a une asymétrie donc prétendument neutre et descriptive qui va néanmoins se reconstituer pour penser la différence de l'Occident avec son altérité. Donc à cette hiérarchie entre civilisé et non civilisé va se substituer cette asymétrie entre modernité et tradition. Donc la distinction donc, faite par Lévi-Strauss entre société froide et chaude est justement très emblématique de cette approche. Alors dans son ouvrage au titre assez éloquent, La fin de l'exotisme, Alban Bensa s'attaque précisément à cette vision asymétrique des cultures traditionnelles, dont il montre qu'elle est un biais épistémologique très profond qui affecte les fondements même de la discipline et le regard en fait que l'ethnologue a lorsqu'il aborde un terrain avant même d'y aller et qui en général était passé inaperçu puisque un certain nombre d'études s'étaient faites avec ce regard, en adoptant ce regard, sans le remettre en question, sans ressentir un malaise particulier par rapport à lui. Et donc il s'attache à déconstruire ce regard qui d'ailleurs ne se trouve pas que dans l'anthropologie, mais également même dans le sens commun, puisque Lévi-Strauss, tous ces anthropologues ont une influence considérable sur au-delà de leur discipline. Alors, pour parler de ce regard, Alban Bensa parle d'anthropologisme pour désigner donc cette curiosité pour le grand autre de l'Occident, dont on exagérerait en fait l'altérité par cette opposition entre modernité et tradition. Alors, voilà. Alors, ce qui leur est reproché, donc, c'est d'avoir rétabli donc une sorte de grand partage, c'est l'expression qu'il emploie, entre deux genres de conditions culturelles qui détermineraient donc deux régimes d'existence distincts au sein de l'humanité. Alors, selon Bensa,
l'anthropologisme creuse, surestime, exagère, exacerbe, voire même surjoue parfois la profondeur de cette différence entre ces deux régimes d'existence, et cela au point d'aboutir à une essentialisation du contraste entre le proche et le lointain. Ce regard, aussi bienveillant soit-il, a tendance à conduire à ce qu'on pourrait appeler un différentialisme culturel qui a toutes les allures d'un racisme culturalisé. Ça fait mal de dire ça d'auteurs dont on a, pour lesquels on a autant d'estime, mais le recul du fait de l'avancée de la discipline amène à interroger les fondements sur lesquels on pratiquait l'ethnologie. Voilà. Et le fait que ce différentialisme soit hétérophile, justement, avec une dimension d'exotisme, plutôt qu'hétérophobe, ne change rien au fossé qui est alors creusé avec l'altérité culturelle des peuples lointains. Donc, au-delà des différentes versions qu'ont pu donner ces anthropologues de cette opposition entre modernité et tradition, le propre de cette anthropologie, c'est d'avoir promu une vision de la culture traditionnelle comme une totalité homogène, surplombante, dans laquelle les individus sont si fortement intégrés que l'ascendant du groupe induirait à la fois donc une dissolution de l'individualité et réduirait ceci à de simples agents consacrés exclusivement à perpétuer la stabilité culturelle et sociale du groupe, et cela, bien sûr, de manière irréfléchie ou inconsciente. Par contraste avec les sociétés modernes, qui, elles, se caractériseraient par une différenciation sociale et culturelle, laissant une plus grande latitude aux manœuvres, aux initiatives, aux stratégies intéressées des individus ou des groupes qui la composent. Contrairement donc aux sociétés traditionnelles, qui seraient dominées par des mécanismes sociaux et symboliques destinés à dénier et à contenir et à résorber les tensions susceptibles de générer des changements historiques, les sociétés modernes accorderaient une place centrale aux différents types de conflictualité, assumant et recherchant ainsi leur propre historicité. Donc on pense évidemment aux analyses de Lévi-Strauss. Voilà, donc cette manière de concevoir le régime de fonctionnement de la société traditionnelle, qui serait dominée par des mécanismes symboliques destinés à dénier et à résorber leur historicité, accrédite l'hypothèse d'un mode d'intégration des individus qui empêche l'émergence d'une forme minimale de subjectivité agissante, et sous-estime aussi l'historicité endogène, interne, qui travaille ces sociétés au-delà de leur apparente stabilité. Alors, les travaux de ces trois anthropologues se sont attachés à dépasser cette impression de stabilité inébranlable, d'écrasement de la subjectivité que les sociétés traditionnelles ont tendance à renvoyer d'elles-mêmes, pour mettre en évidence la présence souvent discrète, voire même voilée, de tous ces aspects qui sont liés à la condition historique. Individualisation, réflexivité, subjectivité, stratégie de pouvoir, divergence d'intérêts, tension sociale, rapport de pouvoir. Georges Ballandier, dans un de ses articles fondateurs, a montré, justement en s'appuyant sur des terrains situés en Afrique de l'Ouest, que cette sous-estimation de l'historicité de la société traditionnelle vient du fait que ces dynamismes internes sont le plus souvent discrets, voilés ou même dissimulés, ils ne se situent pas au même niveau en fait que dans les sociétés modernes, ce qui conduit donc à n'y détecter dans ces sociétés traditionnelles que des tendances à la conservation et à nier l'existence de facteurs endogènes d'historicité. Donc en fait, la vraie distinction, c'est pas est-ce qu'il y a historicité ou pas entre modernité entre société moderne et traditionnelle. La question, c'est à quel niveau et où se joue en fait l'histoire en fait propre de ces différents peuples. Voilà. Et donc cette différence, elle vient aussi du fait que l'historicité dans les sociétés modernes se joue davantage au niveau de l'armature symbolique. Du fait qu'elle se joue, et dans les sociétés traditionnelles, ce dynamisme endogène est voilé et il se répercute peu en fait sur l'armature symbolique du groupe et il laisse peu de traces sur tous les supports de la réflexivité du groupe. Donc, elle se joue ailleurs. Et l'idée, donc, c'est que cette historicité se traduit moins dans l'armature symbolique, mais elle se joue dans les usages stratégiques qui en sont faits par les acteurs et dans tous les travaux de détournement, dans les manœuvres qu'on fait subir, dans les détournements, dans les usages stratégiques qu'on fait de cette armature symbolique, qui n'affecte pas la structure symbolique, qui a l'air d'être la même à travers les différentes époques du temps, mais qui en fait induit des changements dans les rapports de force. Autrement dit, il y a quelque chose qui se passe, mais pas forcément à la surface déclarée de ces sociétés.
Alors voilà, dans cet exotisme post-évolutionniste, on retrouve donc une vision idéalisée de l'homme traditionnel qui comporte une analogie très forte avec l'idéalisation romantique de la condition du primitif et qui partage donc une ambiguïté similaire. Donc, contrairement à la figure du primitif qui aurait la chance d'avoir une existence en grande partie régie par l'instinct et qui serait ainsi épargné par les troubles liés au fait d'accéder à la condition culturelle, l'anthropologiste considère en effet que l'homme traditionnel partage cette condition culturelle avec l'homme moderne. Mais au moment où il lui reconnaît cette dignité culturelle, c'est pour lui dénier à la fois une historicité propre ainsi qu'une subjectivité, fût-elle minimale. Donc on voit qu'on change de type de violence symbolique. Donc à la violence symbolique liée à l'animalisation partielle de l'homme primitif se substitue la violence symbolique de la désubjectivation qui engendre donc la figure de l'homme traditionnel. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de chose paradoxale qui se passe, c'est que l'intention était justement d'humaniser l'homme du lointain, en l'arrachant justement à cette figure du primitif, mais en fait, paradoxalement et involontairement, on réengendre une déshumanisation qui est problématique, même si elle est atténuée par rapport à la précédente. Alors, pour finir, insistons donc sur les 3 facteurs qui ont contribué à façonner en fait ce regard exotisant. Alors, première chose, j'ai déjà évoqué, c'est qu'il y a une focalisation beaucoup trop exclusive sur les structures symboliques et les règles sociales au détriment justement des usages stratégiques à intéresser qui se voilent derrière la stabilité de ces institutions. Alors Bourdieu a insisté justement pour montrer que cette focale en fait découlait en grande partie d'une illusion scolastique ou d'une forme d'intellectualisme qui est liée à la condition même de l'anthropologue. Ensuite, un second élément, j'ai moins insisté là-dessus, mais il y a aussi un manque de recul critique par rapport à la fonction idéologique du cadre symbolique qui empêche de prendre la mesure justement des divergences d'intérêts, de la dimension stratégique des pratiques et des enjeux de pouvoir qui les traversent. Bourdieu a clairement mis en évidence justement les enjeux de pouvoir et les stratégies de domination qui se dissimulent derrière une symbolisation qui est destinée à accréditer l'impression que les pratiques sociales sont désintéressées, purement pacificatrices, et donc et que leur seule fonction ce serait de conserver le groupe et son harmonie. En fait, il montre que derrière se jouent justement des enjeux de pouvoir et en évolution. L'exemple emblématique, justement, c'est sa relecture critique des pratiques du don ritualisé qui avait précédemment été analysée par Malinowski et Mauss, justement sous le prisme de cet anthropologisme. Et enfin, j'insisterai sur un troisième facteur qui a contribué, il y en a probablement d'autres, c'est ce souci obsessionnel de la neutralité axiologique, le fait de ne pas porter de jugement de valeur, qui a fini par inhiber en fait, le regard critique, sans lequel il est difficile de déceler ces problématiques, ces tensions, ces contradictions, ces enjeux de pouvoir qui traversent les sociétés traditionnelles, tout comme les sociétés modernes. Et tout ça aboutit à adopter une sorte de point de vue angélique sur ces sociétés. D'ailleurs, Lévi-Strauss lui-même, des fois, a des remarques incises dans Triste Tropique ou ailleurs, en disant qu'il ressent un malaise, justement, de ne pas mener une critique de type marxiste, en fait, de ne pas parler plus des rapports de pouvoir ou de la fonction idéologique de certains mythes. C'est présent, mais ça ne s'est pas répercuté au cœur de sa manière de théoriser et de penser, en fait, ces cultures. Donc cette obsession qui est liée donc à une réaction viscérale qui est probablement aussi teintée de culpabilité contre le risque de retomber dans un jugement de valeur ethnocentré qui rappellerait celui que le prisme évolutionniste a pu infliger à ces peuples. Et cette manière d'innocenter artificiellement ces peuples de toutes les dimensions qui font de l'existence collective un drame historique, par le poids excessif qu'il accorde à leur armature symbolique, a pour conséquence étrange de contribuer à les déshumaniser. Parlons philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Berreur et Julien Weiss.
back, relax, and listen to the A-track. I dig it like an old soul record. Yes, I'm digging you. I dig it like an old soul record, baby. Just sit back, relax, and listen to the A-track. I dig it like an old soul record. Remember back in the day when everyone was black and conscious, down for the struggle. And that brought us all together. Sit back and talk, cultivating a positive vibe. Blue lights in the basement. Freedom was at hand and you could just taste it. It was so cool. Digging on me, digging on you. Everything was cool. Yeah, yeah. My brothers were saying, ain't no another one I got, baby, baby. Yes, I'm digging you. I dig it like I know so well. Yeah. Just sit back, relax, and listen to the A-track. I dig it like I know so record. Now brothers facing, run up on the beat down cops that be chasing. I'm running out of time, I'm running out of patience in this world of the conscious mind. I need some black on black love, baby. Slow grind for this change in time. You gotta get down. She gives me good feeling. You give me good feeling. She do, yes she do. Yes, I'm digging you. I dig it like I know so record. Yes, I'm digging you. I dig it like I know so record. Come here, just sit back, relax, and listen to the A-track. I dig it like an old soul record. Just sit back, relax, and listen to the A-track. I dig it like an old soul record. Yes, I do, yes, I do. Yes, I'm digging you. I dig it like an old soul record. Yes, I'm digging you. I dig it like an old soul record. Just sit back, relax, and listen to the A-track.
Samedi 14 avril à partir de 20h30 au 108 rue de Bourgogne, le 108. Labo Média présente une soirée électrosonique, expérimentale, musique concrète, noise, fanfare 8 bits et d'autres surprises. Entrée à prix libre. 108 rue de Bourgogne. I am a pharaoh. Pharaoh, 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 pharaoh.
the queen smile. Rhythma bass brings the girls to the dance floor. 1, 2, 3, 4. Rhythma bass brings the girls to the dance floor. 1, 2, 3, 4. Rhythma bass brings the girls to the dance floor. 1, 2, 3, 4. Rhythma bass brings the girls to the dance floor. 1, 2,